Dans une imposante hacienda à Guanajuato, où les agaves s'étendent comme des gardiens silencieux du désert, une vérité dévastatrice est sur le point d'émerger des ombres. Que se passe-t-il quand un homme d'affaires millionnaire, habitué à acheter tout ce qu'il désire, découvre qu'il existe des trésors que même sa fortune ne peut acquérir? Carlos Mendoza, propriétaire de vastes terres au cœur flétri par la trahison, observe depuis sa tour de solitude, tandis qu'une nouvelle employée franchit le seuil avec des chaussures trouées et une dignité inébranlable. Une femme aux yeux verts, portant le poids de secrets familiaux et de rêves abandonnés, peut-elle trouver sa place dans un monde où les apparences sont tout, tandis que les murs de pierre ancienne gardent les murmures d'amour perdu et de promesses brisées? Maria Elena cache derrière ses mains calleuses un don qui pourrait faire trembler les fondations de cette maison de pouvoir. Dans les couloirs où le luxe et l'humilité se rencontrent, où les rires cruels des domestiques envieux résonnent comme les échos d'une société divisée, se prépare une révolution silencieuse. Car parfois, les chaussures les plus humbles parcourent les chemins les plus extraordinaires, et le véritable amour surgit précisément là où personne ne s'attend à le trouver. Les rires tranchaient l'air comme des lames de rasoir. Marie-Claire baissa les yeux vers ses chaussures usées, sentant chaque éclat de rire lui arracher un morceau de dignité. Le talon gauche dansait, détaché à chaque pas, et le cuir du droit laissait voir ses orteils à travers le trou. La robe de coton, bien qu'impeccablement propre, trahissait des années d'usage. « Tu penses vraiment travailler ici avec ces chaussures ?» Isabelle, la gouvernante, ne cherchait même pas à dissimuler sa moquerie. « C'est le domaine de Monsieur Charles Dubois, pas une auberge de village. » Marie-Claire releva le menton, ses yeux verts brillant d'un mélange de fierté et de détermination. Elle avait marché 3 kilomètres depuis l'arrêt de bus jusqu'aux portes de l'imposant domaine Les Lavandes. Ses pieds la faisaient souffrir, mais son besoin était plus grand que n'importe quelle douleur. « J'ai besoin de ce travail, madame. » Sa voix trembla à peine. « Je sais travailler dur. » Derrière elle, 2 autres employés étouffèrent des petits rires. L'une d'elles murmura quelque chose à propos de la crève-la-faim du village. Marie-Claire serra les poings, sentant ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. À ce moment-là, la porte principale s'ouvrit. Un homme grand aux cheveux sombres et aux yeux bleus pénétrants apparut sur le seuil. Charles Dubois, le propriétaire du domaine, jeta à peine un regard à la nouvelle employée avant de disparaître à l'intérieur du manoir. Son expression distante ne révéla rien, mais quelque chose dans la façon dont ses yeux s'attardèrent une seconde sur elle fit bondir le cœur de Marie-Claire. Avez-vous déjà senti que le monde entier se moque de vos rêves? Si vous êtes de ceux qui luttent chaque jour pour leur dignité, laissez-moi un like et dites-moi de quelle ville vous me regardez. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui va suivre. Marie-Claire était arrivée à Lyon le cœur brisé. 2 mois plus tôt, son fiancé Rémi l'avait abandonnée le jour de leur mariage. Devant toute l'église du village, il avait annoncé qu'il partait au Canada avec une autre femme. La honte fut si grande que Marie-Claire ne put rester à Saint-Michel. Sa mère, Madame Carmen, était alitée à cause d'une maladie chronique et les dettes s'accumulaient. « On te donne 1 semaine d'essai », trancha Isabelle en lui tournant le dos. « Ta chambre est dans l'aile des domestiques. Ne t'avise pas de mettre les pieds dans les zones principales sans permission. » Cette première nuit, Marie-Claire pleura en silence sur le mince matelas de sa nouvelle chambre. Les murs de pierre gardaient l'écho de ses sanglots alors qu'elle serrait contre elle son unique trésor, un livre de partitions anciennes qui avait appartenu à sa grand-mère. Pendant les premiers jours, la torture fut constante. Isabelle lui assignait les tâches les plus pénibles. Laver les sols de tout le domaine, nettoyer les écuries, porter des seaux d'eau du puits. Les autres employés, Sophie et Rosalie, ne perdaient aucune occasion de lui rendre la vie impossible. « Regarde-moi ça », disait Sophie en renversant accidentellement du café sur le sol fraîchement lavé. « Je crois que tu as oublié cette tâche. » Marie-Claire se mordait la lèvre et recommençait à nettoyer. Son dos la faisait souffrir. Ses mains se couvraient d'ampoules, mais elle ne se plaindrait pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Monsieur Charles apparaissait et disparaissait comme un fantôme. Parfois, elle le voyait dans son bureau, entouré de livres et de papiers, avec cette expression de fatigue perpétuelle. D'autres fois, elle le trouvait regardant par la fenêtre vers les champs de lavande, comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Ce que personne ne savait, c'est que Marie-Claire portait un secret, un don qu'elle avait hérité de sa grand-mère Espérance, l'oreille absolue et une mémoire photographique pour la musique. Elle pouvait entendre une mélodie 1 fois et la reproduire parfaitement au piano. Mais ce talent restait caché, enterré sous des couches de douleur et de nécessité. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait le salon principal, elle s'arrêta devant l'imposant piano à queue. Ses doigts caressèrent doucement le bois poli, ressentant une pointe de nostalgie. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas joué. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»
La voix d'Isabelle la fit sursauter. « N'essaie même pas de toucher à quoi que ce soit. Ce piano appartenait à la mère de Monsieur Charles. Il vaut plus que toute ta famille réunie. » Marie-Claire s'éloigna rapidement, le cœur battant la chamade. Cette nuit-là, elle écrivit une lettre à sa mère, mentant comme toujours. « Chère maman, le conservatoire est merveilleux. Mes cours de musique se passent très bien. » La culpabilité la rongeait de l'intérieur. Sa mère croyait qu'elle était professeure de musique en ville, pas une domestique qui lavait les sols et supportait les humiliations. Un mois après l'incident avec le piano, un dîner de charité devait être organisé au domaine. Politiciens, entrepreneurs et la haute société de Lyon seraient présents. Isabelle était hystérique avec les préparatifs. « Tout doit être parfait », répétait-elle sans cesse. « La pianiste arrivera de Paris. Monsieur Charles ne tolère pas les erreurs. » Mais le destin avait d'autres plans. L'après-midi de l'événement, la nouvelle arriva. La pianiste avait eu un accident de voiture. Rien de grave, mais elle ne pourrait pas se présenter. La panique s'empara de la maison. Marie-Claire observait le chaos depuis un coin, son cœur battant fort. Elle savait qu'elle pouvait le faire. Elle connaissait par cœur toutes les pièces classiques qui étaient habituellement jouées lors de ces événements. Mais révéler son talent signifiait s'exposer, devenir vulnérable. Les invités commencèrent à arriver. Monsieur Charles, vêtu d'un élégant costume noir, arpentait nerveusement le salon. Pour la première fois depuis que Marie-Claire travaillait là, elle le vit vraiment perturbé. « Qu'allons-nous faire ?» Isabelle se tordait les mains. « Les invités attendent de la musique. Monsieur Charles va être furieux. » C'est alors que Marie-Claire fit un pas en avant. Sa voix trembla, mais ses yeux verts brillaient de détermination. « Je peux jouer. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle la regarda comme si elle avait perdu la raison. Sophie et Rosalie échangèrent des regards moqueurs. Mais Monsieur Charles, qui avait entendu la conversation depuis la porte, s'approcha lentement. « Tu sais jouer du piano ?» demanda-t-il, sa voix profonde résonnant dans le salon. Marie-Claire hocha la tête, sentant tous les regards fixés sur elle. Isabelle allait protester, mais Charles leva une main pour la faire taire. « Vas-y, dit-il simplement. » Les jambes tremblantes, Marie-Claire s'assit devant le piano. La simple robe de domestique contrastait avec l'élégance de l'instrument. Elle ferma les yeux un instant, respira profondément et ses doigts trouvèrent les touches. La musique qui s'écoula fut pure magie. Elle commença par le clair de lune de Beethoven, laissant chaque note remplir le salon d'une mélancolie exquise. Les invités, qui bavardaient, se turent. Un à un, ils s'approchèrent du piano, hypnotisés par la beauté de l'interprétation. Charles resta immobile près de la cheminée, observant cette femme qui était passée inaperçue dans sa maison pendant un mois. Quelque chose remua dans sa poitrine, quelque chose qu'il croyait mort depuis des années. Quand Marie-Claire termina le morceau, le silence dura plusieurs secondes avant que les applaudissements n'éclatent. Elle se leva, rougissante, et pour la première fois ses yeux rencontrèrent ceux de Charles. À cet instant, quelque chose changea pour toujours. « Continue », ordonna-t-il doucement, « s'il te plaît. » Et Marie-Claire joua. Elle joua comme elle ne l'avait pas fait depuis des années, laissant son âme se déverser à travers les touches. Chopin, Mozart, Liszt, chaque compositeur prenait vie sous ses doigts. Les invités étaient envoûtés, mais personne plus que Charles, qui ne pouvait détacher son regard de cette femme aux yeux verts qui avait caché un trésor. Quand la soirée se termina, les invités se répandirent en éloges. Isabelle était pâle comme un fantôme, incapable de comprendre ce qu'elle avait vu. Sophie et Rosalie échangèrent des regards d'incrédulité. Mais pour Marie-Claire, tout ce qui importait était la façon dont Charles la regardait maintenant. Plus avec indifférence, mais avec une curiosité qui frôlait la fascination. « Viens dans mon bureau demain après le petit déjeuner », lui dit-il avant de se retirer. « Nous devons parler. » Cette nuit-là, Marie-Claire ne put dormir. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, mais aussi de la peur, beaucoup de peur, car elle savait que quand on ouvre une porte dans son cœur, on ne sait jamais quelles tempêtes peuvent y entrer. Le bureau de Monsieur Charles sentait le vieux cuir et le papier. Marie-Claire attendit devant la porte en chêne pendant plusieurs minutes avant d'oser frapper. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre de l'intérieur. « Entrez !» La voix profonde la fit frissonner. Elle entra d'un pas hésitant, surprise par la quantité de livres qui couvrèrent les murs. Charles était assis derrière un bureau ancien, ses yeux bleus fixés sur elle, avec une intensité qui la désarma. « Assieds-toi !» Il désigna une chaise face à lui. « Où as-tu appris à jouer ainsi ?» Marie-Claire s'installa sur le bord de la chaise, les mains croisées sur ses genoux. « Ma grand-mère était pianiste. Elle m'a appris depuis que j'avais 5 ans. » « Et pourquoi es-tu ici à laver des sols au lieu de donner des concerts ?» La question fut directe, presque brutale. Marie-Claire baissa les yeux, sentant les larmes menacer de s'échapper. « La vie ne se déroule pas toujours comme on le prévoit, Monsieur Charles. »
Il se renversa dans son fauteuil, l'étudiant. Pour la première fois, Marie-Claire remarqua les cernes sous ses yeux, les lignes de fatigue sur son visage. C'était un bel homme, oui, mais il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Sais-tu pourquoi personne ne touche ce piano ?» demanda-t-il soudain. Elle secoua la tête. « Ma mère est morte en jouant. Une crise cardiaque, disent les médecins. Mais je crois que c'était de tristesse. Mon père l'a trompée pendant des années et elle le savait. Elle se réfugiait dans la musique parce que c'était la seule chose pure qui lui restait. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de douleurs partagées. Marie-Claire comprit alors pourquoi Charles semblait toujours si distant. Lui aussi portait ses propres fantômes. « Hier soir, continua-t-il, quand je t'ai entendu jouer, c'était comme si elle était de retour. Pas la mélodie, mais le sentiment, la vérité derrière chaque note. » Marie-Claire sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Pour la première fois depuis l'humiliation de son mariage raté, quelqu'un la voyait. Pas comme la femme aux chaussures trouées ou la domestique du village, mais comme quelque chose de plus. « Je veux te proposer quelque chose. » Charles se pencha en avant. « J'organise un festival culturel au domaine. Nous allierons littérature et musique. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse interpréter des pièces qui complètent les lectures. Je te paierai comme musicienne, pas comme employée de maison. » L'offre la prit par surprise. C'était tout ce dont elle avait rêvé, mais... « Et que dira Madame Isabelle? Les autres employés? Isabelle travaille pour moi, pas l'inverse. » Son ton n'admettait aucune réplique. « Acceptes-tu ou non ?» Marie-Claire prit une inspiration. Elle pensa à sa mère malade, aux dettes, aux rêves qu'elle avait abandonnés. « J'accepte. » Un sourire presque imperceptible traversa le visage de Charles. « Bien, nous commencerons demain. Et Marie-Claire, procure-toi de nouvelles chaussures. Je les déduirai de ton premier salaire. » Elle rougit, mais pour la première fois depuis longtemps, ce ne fut pas de honte, mais d'une étrange chaleur. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Isabelle était furieuse, mais ne pouvait contredire les ordres directs de M. Charles. Les moqueries de Sophie et Rosalie se transformèrent en murmures envieux, mais Marie-Claire s'en fichait désormais. Chaque après-midi, après avoir terminé ses tâches de nettoyage, elle retrouvait Charles dans le salon de musique. Il lui montrait les textes qui seraient lus au festival. Garcia Lorca, Neruda, Jacques Prévert. Ensemble, ils sélectionnaient les pièces musicales qui compléteraient le mieux chaque lecture. « Que penses-tu de la gymnopédie de Satie pour ce poème ?» suggéra Marie-Claire un après-midi, ses doigts caressant doucement les touches. Charles s'approcha pour voir la partition, et pendant un instant, leurs épaules se frôlèrent. Le contact fut bref, mais suffisant pour qu'ils s'écartent tous deux comme s'ils avaient touché du feu. « C'est parfait », murmura-t-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Les répétitions devinrent le moment le plus attendu de la journée pour tous les deux. Charles découvrit que Marie-Claire ne jouait pas seulement merveilleusement, mais qu'elle avait aussi une connaissance approfondie de la littérature. Elle, de son côté, trouva en lui un homme cultivé et sensible, très différent du patron distant que tous connaissaient. Un après-midi, pendant qu'il répétait, Marie-Claire fit une erreur dans un morceau particulièrement difficile. Frustrée, elle frappa les touches plus fort que nécessaire. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « C'est que cette partie me rappelle... » Elle s'interrompit brusquement, mais Charles avait déjà remarqué les larmes dans ses yeux. « Qu'est-ce que ça te rappelle ?» Marie-Claire hésita. Elle n'avait jamais parlé à personne de Rémi, de l'humiliation d'être abandonnée à l'hôtel, mais quelque chose dans le regard compréhensif de Charles l'encouragea à parler. « Mon fiancé m'a quitté le jour de notre mariage, devant tout le monde. Il a dit qu'il partait avec une autre au Canada. Cette mélodie, nous devions danser dessus à notre fête. » Le silence s'étendit entre eux. Charles se leva et marcha vers la fenêtre, regardant vers les champs de lavande qui se teintaient d'or avec le coucher du soleil. « Ma femme m'a quitté pour mon meilleur ami, » dit-il finalement. « Elle a emmené notre fille. Cela fait 2 ans que je ne l'ai pas vue. » Marie-Claire resta sans voix. Elle n'avait jamais entendu de rumeur sur une épouse ou une fille. Le domaine semblait avoir effacé toute trace d'elle. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. Charles se tourna vers elle, et pour la première fois, Marie-Claire vit de la vulnérabilité dans ses yeux bleus. « Tu sais ce qui était le pire? Une partie de moi pense que je le méritais. J'étais tellement obsédée par les affaires, par l'expansion du domaine, que j'ai oublié que j'avais une famille. Quand Laura est partie, j'ai réalisé que tout ce que j'avais construit ne valait rien. » Il se rassit à côté d'elle sur le banc du piano. « C'est pour ça que j'ai arrêté d'écrire, » continua-t-il. « J'étais auteur, tu sais, je publiais des romans. Mais après leur départ, les mots ont simplement disparu. » Marie-Claire comprit alors beaucoup de choses. Le bureau plein de livres, les nuits où elle le voyait écrire et rayer des pages entières, la mélancolie qui semblait le suivre comme une ombre. Sans réfléchir, elle posa sa main sur la sienne. Charles sursauta au contact, mais ne la retira pas. « Les mots reviendront, » dit-elle doucement. « Parfois, la douleur a besoin de temps pour se transformer en art.
Il la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Comment quelqu'un d'aussi jeune peut-il être aussi sage? La douleur nous fait grandir vite, monsieur Charles. Charles, corrigea-t-il. Juste Charles. Quelque chose changea à ce moment-là. La barrière invisible qui les séparait devint plus mince. Mais tous deux savaient que la franchir serait dangereux. Il était le patron, elle l'employée. Il venait d'un monde de privilèges, elle d'un monde de privation. Et tous deux portèrent des cœurs brisés qui commençaient à peine à guérir. Les préparatifs du festival continuèrent. L'événement aurait lieu dans 2 mois, et Charles avait invité d'importantes figures culturelles de toute la France. La pression était immense, mais Marie-Claire se sentait vivante, comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Un soir, pendant qu'elle dînait dans la cuisine avec les autres employés, elle entendit Sophie murmurer « Vous avez vu comment monsieur Charles la regarde? Je parie que la sainte Nitouche essaie de le séduire. Ne sois pas idiote, répondit Rosalie. Qu'est-ce qu'il voudrait d'une fille comme elle? Il l'utilise juste pour son festival. Les mots blessèrent plus que Marie-Claire ne voulait l'admettre. Et si elles avaient raison? Et si Charles ne la voyait que comme un outil pour son projet? Le lendemain, pendant la répétition, elle était distraite. Ses doigts trébuchaient sur les touches, sa concentration fragmentée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Charles. « Tu ne joues pas comme d'habitude. »« Rien, mentit-elle. Je suis juste fatiguée. » Il fronça les sourcils, mais n'insista pas. Cependant, quand la répétition se termina et qu'elle s'apprêtait à sortir, il l'arrêta. « Marie-Claire, si quelqu'un t'embête, pourquoi ça vous importerait ?» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Je suis juste la pianiste pour votre festival, non ?» L'expression de Charles se durcit. « C'est ce que tu penses ?» Elle se mordit la lèvre, regrettant son emportement. « Les gens parlent, mon Charles. Ils disent des choses. Et tu les crois ?»« Je ne sais pas quoi croire, » admit-elle. « Tout ça est si confus. » Charles se passa une main dans les cheveux, un geste que Marie-Claire avait appris à reconnaître comme un signe de frustration. « Tu as raison, » dit-il finalement. « C'est confus. Mais je t'assure que je ne te vois pas seulement comme une pianiste. Tu es... » Il s'arrêta, comme si les mots étaient trop dangereux. « Tu es importante pour ce projet. Et pour moi. » Le cœur de Marie-Claire fit un bond. Pendant un moment, elle crut qu'il dirait quelque chose de plus, quelque chose qui changerait tout entre eux. Mais Charles se retint, et le moment passa. « Repose-toi, » dit-il. « Demain sera un meilleur jour. » Mais le lendemain apporta une surprise qu'aucun des deux n'attendait. Une élégante voiture noire s'arrêta devant le domaine, et une belle femme en descendit, vêtue de vêtements de créateur. « Laura !» Charles pâlit en la voyant. « Que fais-tu ici ?» L'ex-femme de Charles sourit un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis venu parler de Valentine. Notre fille s'ennuie de toi. » Marie-Claire, qui observait depuis une fenêtre, sentit quelque chose se briser en elle. La réalité la frappa comme une vague froide. Charles avait un passé, une famille, un monde auquel elle ne pourrait jamais appartenir. T'es-tu déjà senti comme un étranger dans ta propre histoire d'amour? Comment, dis-moi, crois-tu que le passé peut détruire un avenir prometteur? La présence de Laura bouleversa le délicat équilibre du domaine. Elle s'installa dans l'une des chambres d'invités, prétextant avoir besoin de temps pour régler des affaires en suspens avec Charles. Marie-Claire l'observait se déplacer dans les couloirs avec la grâce de celle qui fut autrefois la maîtresse de maison. Les répétitions devinrent tendues. Charles semblait distrait, ses yeux bleus voilés par des pensées qu'il ne partageait pas. Marie-Claire jouait mécaniquement, son cœur n'étant plus dans les mélodies. « Tu as besoin de plus de sentiments dans ce passage », commenta Charles un après-midi, frustré. « C'est du Chopin, pas une marche militaire. » Marie-Claire retira brusquement ses mains du piano. « Peut-être devriez-vous demander à votre femme de jouer. Elle le ferait sûrement mieux. » Le silence qui suivit fut glacial. Charles se leva, sa haute silhouette imposante. « Laura n'est pas ma femme. Nous sommes divorcés depuis 2 ans. Mais elle est ici. » Les mots sortirent comme un murmure brisé. « Dans votre maison. Notre fille est malade, » expliqua-t-il, sa voix soudainement lasse. « Elle a besoin d'une opération coûteuse. Laura est venue me demander de l'aide. » Marie-Claire ressentit de la honte pour sa jalousie. Qui était-elle pour questionner les obligations d'un père? « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas ma place. »« Si, ça l'est, » l'interrompit Charles en s'approchant. « Tu es devenue... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Ton opinion compte pour moi, Marie-Claire. Tu comptes pour moi. » Elle leva les yeux, rencontrant ses yeux bleus qui la regardaient avec une intensité qui lui coupa le souffle. Pendant un instant, le monde se réduisit à cet espace entre eux, chargé de mots non dits et de désirs contenus. « Monsieur Charles », la voix de Laura brisa le moment. « J'interromps quelque chose ?» Elle se tenait à la porte, sa silhouette parfaite encadrée par la lumière du crépuscule. Ses yeux évaluèrent la scène avec une précision chirurgicale. « Nous répétions », répondit Charles en s'écartant. « Je vois... » Laura sourit, mais ses yeux restèrent froids.
C'est donc la fameuse pianiste dont tout le monde parle? La domestique aux doigts magiques. L'insulte voilée fut comme une gifle. Marie-Claire se leva, sa fierté blessée lui donnant du courage. « Je suis Marie-Claire Hernandez. Et oui, je suis employée de cette maison, mais je suis aussi musicienne. » Laura haussa un sourcil parfaitement dessiné. Que c'est pittoresque. Charles a toujours eu un faible pour les œuvres de charité. Laura, la voix de Charles fut un avertissement. « Quoi? Je dis juste la vérité. Souviens-toi de ta phase d'écrivain social quand tu voulais sauver le monde avec tes romans. » Marie-Claire observa Charles se tendre. Elle comprenait mieux maintenant son blocage créatif. Cette femme n'avait pas seulement brisé son cœur, mais aussi sa confiance en lui-même. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit Marie-Claire, « j'ai du travail à faire. » Elle sortit du salon la tête haute, mais une fois dans sa chambre, les larmes coulèrent librement. Œuvre de charité? Était-ce ce qu'elle représentait pour Charles? Ce soir-là, elle ne descendit pas dîner. Elle écrivit une autre lettre à sa mère, maintenant le mensonge. « Le conservatoire m'a sélectionné pour un récital important, maman. Bientôt je pourrai t'envoyer plus d'argent pour tes médicaments. » Un léger coup à la porte la fit sursauter. Il était passé minuit. « Marie-Claire ?» La voix de Charles n'était qu'un murmure. « Je peux entrer ?» Elle hésita, mais finit par ouvrir. Il était dans le couloir, l'air fatigué et vulnérable. « Je suis désolé pour cet après-midi, » dit-il sans préambule. « Laura n'avait pas le droit. »« Elle a raison, » l'interrompit-elle. « Je ne suis qu'une employée qui sait jouer du piano. » « Non ?» Charles entra dans la petite chambre, sa présence remplissant l'espace. « Tu es bien plus que ça. Tu es la première personne depuis des années qui me donne envie d'écrire à nouveau, qui me fait sentir vivant. » Marie-Claire retint son souffle. Charles était dangereusement proche, son parfum de santal et de cuir l'enveloppant. « Vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit-il, mais il ne bougea pas. « Il y a tant de raisons pour lesquelles c'est mal. La différence sociale, mon passé, ta douleur. Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Charles leva une main et avec une infinie tendresse caressa sa joue. « Parce que quand tu joues, c'est comme si ma mère revenait à la vie. Parce que tes yeux verts voient au-delà de mes échecs. Parce que depuis que tu es arrivé, cette maison ne ressemble plus à un tombeau. » Marie-Claire ferma les yeux, s'appuyant contre sa caresse. C'était dangereux, elle le savait, mais après tant de douleur, ne méritait-elle pas un moment de bonheur? « Charles, » murmura-t-elle son prénom pour la première fois sans le monsieur. « J'ai peur, moi aussi, » admit-il. Mais parfois, les meilleures histoires naissent de la peur. Ils se regardèrent pendant ce qui sembla une éternité. Puis, lentement, Charles se pencha. Ses lèvres étaient à quelques centimètres des siennes, quand « Monsieur Charles !» La voix d'Isabelle résonna dans le couloir. « Mademoiselle Valentine au téléphone. C'est urgent. » Le charme fut rompu. Charles s'écarta, le devoir paternel l'emportant sur le désir. « Je dois y aller, » dit-il, la voix rauque. « Mais ça, nous en parlerons plus tard. » Il sortit rapidement, laissant Marie-Claire le cœur battant et les lèvres picotant d'un baiser qui n'était pas venu. Les jours suivants furent une douce torture. Charles et Marie-Claire dansaient autour du non-dit, leurs regards chargés de promesses, leurs frôlements accidentels électrisants. Laura observait tout avec des yeux calculateurs, tandis qu'Isabelle murmurait sur les péchés et les places appropriées. Le festival approchait. Il ne restait que 3 semaines, et la tension dans le domaine était palpable. Un matin, Marie-Claire trouva sa partition préférée détruite, les pages déchiquetées sur le piano. « C'était un accident », dit Sophie avec une fausse innocence. « Le vent a dû les faire voler et le chien… » Marie-Claire savait que c'était un mensonge, mais elle ne dit rien. Elle reconstruisit la partition de mémoire, travaillant toute la nuit. Le lendemain, quand Charles vit ses yeux rougis, il fronça les sourcils. « Que s'est-il passé ?»« Rien d'important, » mentit-elle. « Je m'entraînais juste. » Mais Charles n'était pas dupe. Cet après-midi-là, il réunit tout le personnel. La prochaine personne qui interfère avec les préparatifs du festival sera immédiatement renvoyée. Sa voix était d'acier pur. Marie-Claire est une artiste invitée dans cette maison. Qui ne la respecte pas, ne respecte pas mon autorité. Le message était clair. Les hostilités diminuèrent, mais ne disparurent pas. Isabelle, en particulier, semblait plus amère que jamais. Une nuit, alors que Marie-Claire répétait seule, elle entendit des voix dans le couloir. C'était Laura au téléphone. « Oui, chérie, l'idiot va bientôt signer les papiers. Dès que j'aurai l'argent de l'opération, nous pourrons nous enfuir comme prévu. Charles ne saura jamais que Valentine n'est même pas malade. » Marie-Claire resta glacée. Laura trompait Charles, utilisant sa propre fille comme prétexte. Le dilemme la tourmenta pendant des jours. Devait-elle le dire à Charles? Avait-elle le droit de s'immiscer dans ses affaires familiales? Mais le voir souffrir, inquiet pour une fille qui n'était pas malade. Finalement, un après-midi, pendant qu'il répétait, elle rassembla son courage. « Charles, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Il examinait des partitions.
C'est à propos de Laura et Valentine. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Laura entra comme une tempête, son visage parfaitement maquillé, déformé par la fureur. « Alors la traînée veut parler de moi » cracha-t-elle. « Quel mensonge racontes-tu à mon mari ?»« Ex-mari » corrigea Charles en se levant. « Et surveille ton langage. Oh, je t'en prie. » Laura rit amèrement. « Tu ne vois pas ce qu'elle fait. Elle se glisse dans ton lit pour assurer son avenir. Une moins que rien du village qui séduit le patron. Quelle originalité !» Marie-Claire ressentit chaque mot comme un coup de fouet, mais elle resta ferme. Pas pour elle, mais pour Charles, qui méritait de connaître la vérité. « Je ne mens pas, » dit-elle d'une voix claire. « J'ai entendu votre conversation téléphonique. Valentine n'est pas malade. Tout est une tromperie. » Laura pâlit pendant une seconde, avant de retrouver son sang-froid. « Ça, je suis censé croire une domestique envieuse. » « Charles, vas-tu vraiment écouter ces calomnies ?» Charles regarda l'une puis l'autre, son visage un masque de conflit. Marie-Claire sentit son cœur sombrer. Bien sûr qu'il croirait la mère de sa fille plutôt qu'elle. « Laura !» La voix de Charles était étonnamment calme. « Montre-moi les rapports médicaux de Valentine. »« Quoi ? Les rapports. Si elle est aussi malade que tu le dis, il doit y avoir des documents médicaux. » Laura commença à balbutier des excuses, mais Charles avait déjà sa réponse. La déception dans ses yeux bleus était dévastatrice. « Va-t'en !» dit-il finalement, « et n'utilise plus jamais notre fille pour tes jeux. Charles, s'il te plaît, je peux expliquer. J'ai dit va-t'en. » Laura lança un dernier regard venimeux à Marie-Claire avant de sortir, ses talons résonnant furieusement dans le couloir. Le silence qui resta fut lourd. Charles se laissa tomber sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. « J'aurais dû le savoir, » murmura-t-il. « Elle a toujours été manipulatrice, mais utiliser Valentine. » Marie-Claire s'approcha prudemment. « Je suis désolé. Je ne voulais pas causer de problème, mais tu m'as sauvé d'une grave erreur, » l'interrompit-il, la regardant avec gratitude et quelque chose de plus profond. « Une fois de plus, tu vois ce que les autres ne voient pas. » Il se leva et sans prévenir l'enveloppa dans ses bras. Marie-Claire se raidit un instant avant de se détendre contre sa poitrine, sentant les battements de son cœur. « Merci, » murmura-t-il contre ses cheveux. Ils restèrent ainsi pendant ce qui sembla une éternité, deux âmes blessées trouvant du réconfort dans l'étreinte de l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, quelque chose de fondamental avait changé entre eux. « Le festival est dans 2 semaines, » dit Charles, la voix rauque. « Penses-tu que nous serons prêts ?» Marie-Claire sourit, le premier vrai sourire depuis des jours. « Nous le serons, ensemble. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Sans Laura dans la maison, l'atmosphère s'allégea considérablement. Charles semblait renaître, sa créativité coulant à nouveau. Il commença à écrire des pages et des pages qu'il partageait avec Marie-Claire pendant leur pause. « C'est l'histoire d'une femme qui trouve sa voie à travers la musique », lui expliqua-t-il un après-midi, sur comment l'art peut guérir les blessures les plus profondes. Marie-Claire savait qu'il écrivait sur elle, et cette pensée la remplissait d'un mélange de fierté et de terreur. Que se passerait-il quand le festival serait terminé? Redeviendrait-elle simplement l'employée de ménage? La veille de l'événement, pendant qu'il faisait la dernière répétition, Charles l'arrêta. « Il y a quelque chose que je dois te demander. »« Oui, quand tout cela sera terminé, quels sont tes projets ?» Marie-Claire baissa les yeux vers les touches du piano. « Je suppose que je retournerai à mes tâches normales, à moins que vous n'ayez plus besoin de moi ici. » Charles s'approcha, relevant doucement son menton pour qu'elle le regarde. « J'aurai toujours besoin de toi ici, mais pas comme employé. Je veux que tu sois la directrice musicale de tous les événements culturels du domaine. Je veux que tu donnes des cours, que tu composes, que tu brilles comme tu le mérites. » Les larmes brouillèrent la vision de Marie-Claire. « Mais les gens parleront. Ils diront que je profite de... » « Qu'ils parlent, » l'interrompit-il. « Je connais la vérité. Tu connais la vérité. C'est tout ce qui compte. » Cette fois, quand il se pencha pour l'embrasser, il n'y eut pas d'interruption. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant au début, puis plus profond, chargé de promesses et d'espoir. C'était un baiser qui avait le goût d'un nouveau départ, de pages blanches attendant d'être écrites. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement. « Demain, » dit Charles, « après le festival, nous parlerons de nous, de ce que nous voulons construire ensemble. » Marie-Claire hocha la tête, incapable de parler. Son cœur chantait une mélodie qu'elle croyait oublier. As-tu déjà senti que l'amour arrive juste quand tu avais perdu espoir, que quelqu'un voit ta vraie valeur quand le monde ne voit que ta surface? Le jour du festival se leva glorieux. Le ciel de Lyon brillait de ce bleu intense qui n'existe qu'en France. Et les jardins du domaine avaient été transformés en un décor magique. Des tentes blanches ondulaient doucement dans la brise. Des chrysanthèmes créaient des chemins dorés, et la scène principale, avec le piano à queue comme protagoniste, attendait sous un dais de bougainvilliers. Marie-Claire se regarda dans le miroir de sa petite chambre.
La robe que Charles avait insisté pour lui acheter était simple mais élégante, une soie couleur perle qui tombait comme de l'eau jusqu'à ses chevilles. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit belle. Pas à cause de la robe, mais à cause de la lumière qui brillait dans ses yeux verts. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Je peux entrer ?» La voix de Madame Remedios, la cuisinière, semblait excitée. « Entrez !» La femme âgée entra avec une boîte en bois dans les mains. « Ceci est arrivé pour vous ce matin. » Marie-Claire ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, sur du velours noir, reposait un collier de perles avec une note. « Pour la femme qui a ramené la musique dans cette maison. Avec tout mon... Charles. »« Oh, ma petite, » soupira Madame Remedios. « Fais attention à ton cœur. Les patrons sont compliqués. »« Il est différent, » répondit Marie-Claire, caressant les perles. « Ils sont tous différents jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Mais... » La cuisinière sourit. « Je dois admettre que Monsieur Charles semble un autre homme depuis que tu es arrivé. Comme s'il s'était réveillé d'un long sommeil. Les invités commencèrent à arriver à midi. Des écrivains célèbres, des critiques littéraires, des musiciens reconnus, tous vêtus avec une élégance décontractée. Marie-Claire observait depuis une fenêtre, sa nervosité grandissant. Prête, Charles apparut à ses côtés, impeccable dans un costume bleu foncé qui mettait en valeur ses yeux. « Je crois que je vais vomir, » admit-elle. Il rit, un son riche et chaleureux qu'elle avait rarement entendu. « Moi aussi, si ça peut te consoler, mais nous nous en sortirons, ensemble. » Le mot « ensemble » résonna entre eux comme une promesse. Le festival commença par des lectures de poésie. Quand vint le moment de la première pièce musicale, Marie-Claire marcha vers le piano d'un pas assuré. Les murmures commencèrent immédiatement. « Ce n'est pas la domestique. On dit qu'elle a une liaison avec Dubois. Quel culot de se présenter ainsi. » Mais quand ses doigts touchèrent les premières notes de Clair de Lune, le murmure cessa. La musique coula comme une rivière d'argent, chaque note parfaitement placée, chaque phrase chargée d'émotion. Charles, debout près de la scène, la regardait avec quelque chose proche de l'adoration. Le programme continua, alternant lectures et interprétations musicales. Marie-Claire joua Chopin pour les vers de Verlaine, Satie pour Baudelaire, Debussy pour Rimbaud. Chaque pièce était meilleure que la précédente, sa confiance grandissant avec les applaudissements. Pendant l'entracte, alors que les invités profitaient du vin et des canapés, une voix familière glaça son sang. « Marie-Claire !» Elle se retourna lentement. Rémi était là, son ex-fiancé, élégamment vêtu, et une blonde à son bras. « Que fais-tu ici ?» parvint-elle à demander. « Je suis venu au festival, bien sûr. Mon entreprise sponsorise des événements culturels maintenant. » Il sourit avec cette arrogance qu'elle avait confondue avec de l'assurance. « Je vois que tu as trouvé du travail. Tu sers les boissons après avoir joué. » L'humiliation menaçait de l'étouffer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle sentit une main chaude dans le bas de son dos. « Marie-Claire est notre artiste principale, » dit Charles d'une voix froide, « et mon invité personnel. Et vous êtes Rémi Salinas. » Il tendit la main. Un vieil ami de Marie-Claire. « Ah, le lâche qui l'a abandonné à l'hôtel. » Charles ne prit pas sa main. « J'ai entendu parler de vous. Aucun vrai homme n'humilie une femme ainsi. » Rémi pâlit. La blonde à ses côtés semblait mal à l'aise. « Nous... Si vous voulez bien nous excuser. » Charles guida Marie-Claire plus loin. « Nous avons une deuxième partie à préparer. » Une fois éloignée de la foule, Marie-Claire se tourna vers lui. « Tu n'avais pas à me défendre. »« Si, je le devais, » répondit-il fermement. « Personne ne t'humiliera tant que je serai là. Plus jamais. » Quelque chose se brisa en elle. Toutes les barrières qu'elle avait construites, toute la peur du rejet, s'effondrèrent devant la férocité protectrice dans ses yeux. « Charles, Monsieur Charles !» Isabelle apparut en courant, pâle. « C'est le piano. Quelqu'un a coupé les cordes. » Ils coururent vers la scène. En effet, plusieurs cordes du piano avaient été délibérément coupées. L'instrument était inutilisable. C'était elle. Sophie pointa Marie-Claire du doigt. « Je l'ai vue près du piano tout à l'heure. » Mensonge. Marie-Claire ne pouvait croire ce qu'elle entendait. « Je l'ai vue aussi, » ajouta Rosalie. Elle était seule avec le piano. Les murmures commencèrent parmi les invités. Charles regarda Marie-Claire, puis les employés. « Vous croyez vraiment qu'elle détruirait l'instrument dont elle a besoin pour jouer ?» Sa voix était dangereusement calme. Qu'elle ruinerait sa propre performance? La jalousie fait faire des choses étranges, dit Isabelle. Peut-être voulait-elle saboter l'événement pour que vous la consoliez après. Marie-Claire sentit le monde s'effondrer. Tout avait été trop beau pour être vrai. Bien sûr qu'elle trouverait un moyen de la détruire. Assez. Charles éleva la voix. Je sais parfaitement qui a fait ça. Et ce n'était pas Marie-Claire. Il se tourna vers Sophie et Rosalie. Vous êtes toutes les deux renvoyées. Faites vos bagages et partez immédiatement. Mais Monsieur Charles, maintenant! Les deux femmes s'éloignèrent en pleurant. Isabelle semblait sur le point de protester, mais le regard de Charles la fit taire. Le festival continuera, annonça-t-il aux invités.
Nous utiliserons le piano droit du bureau. Ce n'est pas idéal, mais la musique doit continuer. » Pendant que les employés déplaçaient l'autre piano, Charles s'approcha de Marie-Claire, qui tremblait légèrement. « Comment as-tu su que ce n'était pas moi? »« Parce que je te connais, » répondit-il simplement. « Je sais que tu es incapable de détruire quelque chose de beau, et parce que j'ai confiance en toi, complètement. » Les larmes que Marie-Claire avait retenues coulèrent enfin. Charles les essuya doucement avec ses pouces. « Ne pleure pas, nous avons encore de la musique à partager. » La deuxième partie du festival fut encore plus magique que la première. Le piano droit, avec son son plus intime, créa une atmosphère de proximité qui émut tout le monde. Marie-Claire joua comme jamais auparavant, versant son âme dans chaque note. Pour finir, Charles monta sur scène. « Je veux partager quelque chose que j'ai écrit récemment, » dit-il en sortant des pages. « Ça s'appelle « La musique de l'âme brisée ». Il commença à lire, sa voix profonde remplissant le jardin. Il était une fois une femme qui croyait que son cœur avait oublié comment chanter. Elle arriva dans une maison de silence, avec des chaussures trouées et des rêves gardés dans sa poche. Mais elle portait un trésor caché, des doigts qui pouvaient faire pleurer le piano, qui pouvaient extraire des vérités des touches blanches et noires. Marie-Claire écoutait, hypnotisée. C'était son histoire, mais racontée avec une beauté qui la transcendait. Quand Charles termina, le silence fut absolu avant que les applaudissements n'éclatent. « Et maintenant, » continua Charles, « Marie-Claire interprétera une composition originale. » Elle le regarda, surprise. Il n'avait pas répété cela. « Joue ce que tu ressens, » lui murmura-t-il, en passant à côté d'elle. « Joue notre histoire. » Marie-Claire s'assit au piano. Pendant un moment, ses mains flottèrent au-dessus des touches. Puis elle commença à jouer. Ce n'était pas une pièce qui existait sur aucune partition. C'était la mélodie de deux âmes se rencontrant, de blessures qui guérissent, d'amour naissant parmi les ruines de la douleur. Quand la dernière note s'évanouit, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats. Le public était trop ému. Certains pleuraient ouvertement. Puis, comme une tempête, l'ovation arriva. Debout, les invités applaudirent jusqu'à ce que leurs mains leur fassent mal. Charles monta sur scène et prit sa main, la levant pour qu'elle reçoive la reconnaissance. À ce moment-là, devant tous, il la regarda avec une telle intensité que le message fut clair. Cette femme est spéciale. Elle est à moi. Elle est aimée. As-tu déjà vécu ce moment où le monde reconnaît enfin ta valeur, quand l'amour t'élève au-dessus de tous ceux qui ont douté de toi? Les jours qui suivirent le festival furent un tourbillon. Les journaux culturels parlèrent de la découverte musicale de l'année, et plusieurs conservatoires offrirent des bourses complètes à Marie-Claire. Mais elle n'avait pris aucune décision. Elle attendait. Qu'attendait-elle exactement? Charles semblait à nouveau distant, enfermé dans son bureau pendant des heures. Marie-Claire attribuait cela au stress post-événement, mais quelque chose dans son comportement l'inquiétait. Un matin, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, elle refusait d'abandonner complètement ses tâches ménagères, elle trouva une lettre ouverte sur le bureau de Charles. Ce n'était pas son intention de lire, mais les mots « garde de Valentine » sautèrent à sa vue. Laura demandait la garde complète de sa fille, alléguant que Charles était un père absent et que sa relation inappropriée avec une employée créait un environnement inadéquat pour l'enfant. Marie-Claire sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Elle était la raison pour laquelle Charles pourrait perdre sa fille. Sans réfléchir davantage, elle prit une décision. Cet après-midi-là, quand Charles l'appela pour répéter, elle alla droit au but. « J'accepte la bourse du Conservatoire de Paris. » Charles la regarda comme si elle l'avait giflé. « Quoi? C'est le mieux pour tous, pour ma carrière, pour ta relation avec Valentine. De quoi diable parles-tu? J'ai vu la lettre de Laura, à propos de la garde. » La compréhension éclaira le visage de Charles, rapidement suivi par la colère. « Et tu as décidé pour nous deux, sans me consulter? C'est ta fille, Charles. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu la perds. »« Tu n'es pas la raison, » explosa-t-il. « Laura utilise n'importe quelle excuse pour manipuler. Si ce n'était pas toi, ce serait autre chose. »« Mais non !» l'interrompit-il. « N'ose pas prendre des décisions basées sur les mensonges de mon ex-femme. N'as-tu rien appris? Ne fais-tu pas confiance à notre relation ?» Marie-Claire sentit les larmes brûler ses yeux. « Je te fais confiance, mais je ne peux pas vivre avec la culpabilité de te séparer de ta fille. » Charles se passa les mains dans les cheveux, frustré. « Valentine t'adore, tu le savais? Les rares fois où elle est venue, elle n'arrête pas de parler de la dame qui joue du piano comme les anges. Laura est jalouse parce que sa fille te préfère à elle. » La révélation la laissa sans voix. « De plus, » continua Charles, sa voix plus douce, « il y a quelque chose que tu ne sais pas, quelque chose que j'ai découvert. » Il s'approcha de son bureau et sortit un dossier. « Ta mère n'est pas au village, n'est-ce pas ?» Marie-Claire pâlit. « Comment? J'ai fait quelques recherches. Elle est dans un hôpital à Marseille, cancer à un stade avancé.
Et tu as payé les traitements en vendant les bijoux de ta grand-mère, en travaillant dans 3 endroits qu'avant de venir ici. Les larmes coulaient librement sur les joues de Marie-Claire. Je ne voulais pas te mentir, mais tu as autant de fierté que moi, compléta-t-il. Tu préfères te briser le dos plutôt que de demander de l'aide. Il s'assit à côté d'elle, prenant ses mains. J'ai déjà parlé aux meilleurs oncologues du pays. Ta mère sera transférée dans un hôpital privé à Lyon. Tous les frais sont à ma charge. Je ne peux pas accepter, je ne demande pas la permission, dit-il fermement. Et avant que tu ne le penses, ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans notre avenir. Parce que je veux un avenir avec toi, Marie-Claire. Je veux que tu sois ici avec moi, pas à Paris à poursuivre une bourse que tu peux avoir à n'importe quel moment. Marie-Claire le regarda à travers ses larmes. Et Valentine, et le procès? Mon avocat dit qu'il n'a aucun fondement. En fait, Charles sourit. Valentine elle-même témoignera qu'elle veut passer plus de temps ici, surtout si tu es là. Mais les gens continueront à parler, à dire que je suis une croqueuse de diamants. Qu'ils parlent. Charles se rapprocha. Je sais qui tu es. Une femme courageuse qui sacrifie tout pour sa famille. Une artiste extraordinaire qui a failli se perdre à cause des circonstances. La personne qui m'a redonné envie de vivre et d'écrire. Marie-Claire sentait que son cœur allait exploser. « Charles, j'ai peur. Moi aussi, » admit-il. Terrifié, en fait. Mais je préfère avoir peur avec toi qu'être en sécurité, et seul. Cette fois, quand il l'embrassa, c'était différent. Il y avait du désespoir, mais aussi de la certitude. C'était un baiser qui scellait des promesses, qui construisait des ponts au-dessus des abîmes de douleur. Quand ils se séparèrent, Charles appuya son front contre le sien. « Reste, » murmura-t-il. « Pas comme employé, pas comme musicienne invitée. Reste comme ce que tu es, la femme que j'aime. » Les mots flottèrent entre eux, puissants et terrifiants. « Je t'aime, » répéta-t-il. « Je sais que c'est tôt, je sais que c'est compliqué, mais je t'aime. » Marie-Claire ferma les yeux, sentant chaque peur, chaque doute, se dissoudre face à la vérité simple et dévastatrice de ces mots. « Je t'aime aussi, » répondit-elle finalement. « Que Dieu me vienne en aide, mais je t'aime. » Ils s'embrassèrent à nouveau, et cette fois, le monde entier aurait pu s'effondrer autour d'eux sans qu'ils ne le remarquent. Dehors, Isabelle observait par la fenêtre, son visage un masque de ressentiment. Dans sa main, elle serrait une enveloppe adressée à Laura Dubois. Si l'amour avait gagné cette bataille, elle s'assurerait que la guerre continue. 2 semaines plus tard, Madame Carmen fut transférée à l'hôpital de Lyon. Marie-Claire la visitait chaque jour, partageant son temps entre les soins à sa mère et ses nouvelles responsabilités au domaine. Charles avait tenu sa promesse. Marie-Claire était maintenant officiellement la directrice musicale du domaine, avec un salaire qui lui permettait non seulement d'aider sa mère, mais aussi de commencer à régler de vieilles dettes. Un après-midi, alors qu'elle pratiquait une nouvelle composition, Valentine fit irruption dans le salon de musique. La fillette de 8 ans, avec les yeux bleus de son père et l'énergie d'un tourbillon, courut vers le piano. « Marie, tu m'apprends à jouer comme toi ?» Marie-Claire regarda Charles qui observait depuis la porte avec un sourire. « Bien sûr, ma petite. Viens, assieds-toi ici. » Pendant qu'elle enseignait à Valentine les premières notes, elle ne vit pas l'enveloppe qu'Isabelle glissait sous la porte du bureau. Elle ne vit pas le sourire satisfait de la gouvernante qui s'éloignait. L'enveloppe contenait des photos de Marie-Claire entrant dans un hôtel bon marché à Marseille, des mois avant d'arriver au domaine. Des photos manipulées, hors contexte, mais suffisamment compromettantes pour semer le doute. Ce soir-là, pendant le dîner, Charles était étrangement silencieux. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Marie-Claire. « Non, » répondit-il, mais sa voix manquait de chaleur. « Je suis juste fatigué. » Marie-Claire sentit un frisson. Quelque chose avait changé, et elle ne savait pas quoi. « As-tu déjà ressenti ce moment où tout semble parfait, juste avant que la tempête n'arrive, quand l'amour est plus fort, mais les forces qui le combattent aussi ?» Le lendemain matin, Charles évita Marie-Claire. Ses réponses étaient courtes, son regard fuyant. Quand elle tenta de lui parler après le petit déjeuner, il marmonna quelque chose à propos d'affaires urgentes et s'enferma dans son bureau. Marie-Claire sentait le monde s'effondrer à nouveau. Qu'est-ce qui avait changé en une nuit? L'anxiété la rongeait tandis qu'elle essayait de se concentrer sur ses leçons avec Valentine. « Marie, pourquoi tu es triste ?» demanda la fillette avec son innocence caractéristique. « Je ne suis pas triste, ma chérie, juste pensive. Papa aussi est bizarre aujourd'hui. Vous vous êtes disputés? » « Non, mon cœur. Les adultes parfois ont des jours difficiles. » Mais elle savait que c'était plus que ça. Quelque chose avait empoisonné la confiance de Charles et elle devait savoir quoi. Cet après-midi-là, pendant que Charles sortait pour une réunion, Marie-Claire rassembla son courage et entra dans son bureau. Ce n'était pas quelque chose qu'elle aurait fait normalement, mais le désespoir la poussait. Sur le bureau, partiellement caché sous des documents, elle trouva l'enveloppe. Son cœur s'arrêta quand elle vit les photos.
C'était de cette terrible nuit à Marseille, quand elle avait dû vendre le dernier souvenir de sa grand-mère, une bague de fiançailles ancienne. L'acheteur avait insisté pour se rencontrer dans cet hôtel bon marché pour faire la transaction, prétextant que c'était plus discret pour des objets de valeur. Elle y était allée par désespoir. Elle avait besoin de l'argent pour la chimiothérapie de sa mère. Les photos, prises sous des angles spécifiques, la montraient entrant dans l'hôtel, parlant avec un homme plus âgé, recevant de l'argent. Sans contexte, elle semblait exactement ce qu'elle n'était pas. Les larmes brouillèrent sa vision. Qui ferait une chose pareille? Et pourquoi Charles ne lui avait-il pas demandé directement? « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Charles la fit sursauter. Il était revenu, sans qu'elle ne le remarque. « Je devais comprendre, dit-elle tenant les photos. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Charles s'approcha, son visage un masque de douleur contenue. Qu'est-ce que tu voulais que je demande? Si tu te prostituais avant de venir ici? Le mot fut comme une gifle. Marie-Claire chancela. C'est ce que tu penses de moi? Je ne sais pas quoi penser, explosa-t-il. Ces photos apparaissent, et soudain je réalise qu'il y a tant de choses que je ne sais pas sur toi. Alors demande, cria-t-elle. Demande-moi au lieu de me juger. Je demande maintenant. Marie-Claire respira profondément, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. Cet homme est Donatien Ruiz, un antiquaire de Marseille. Je suis allé lui vendre la bague de fiançailles de ma grand-mère. C'était une pièce précieuse, du 19e siècle. Il a insisté pour l'hôtel parce qu'il disait que c'était plus sûr pour les grosses transactions. J'avais besoin de l'argent pour le traitement de ma mère. C'était 2 semaines avant que je vienne travailler ici. Charles la regardait, le conflit évident dans ses yeux. Pourquoi un hôtel? Pourquoi pas une bijouterie normale? Parce que les bijouteries offraient la moitié de la valeur. Et j'étais désespéré. Ma mère devait commencer la chimiothérapie immédiatement ou sa voix se brisa. Tu crois vraiment que je me vendrais, après tout ce que nous avons partagé? Charles se laissa tomber sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Je ne sais pas. Quand j'ai vu les photos, c'était comme si Laura avait raison, comme si c'était trop beau pour être vrai. Une femme belle et talentueuse qui m'aime pour qui je suis. Laura? Marie-Claire sentit les pièces s'assembler. C'est elle qui t'a envoyé ça? Pas directement. Je les ai trouvées dans une enveloppe sans expéditeur. Marie-Claire réfléchit rapidement. Laura n'avait pas accès à la maison, mais... Isabelle, murmura-t-elle. Quoi? Isabelle ne m'a jamais accepté. Et elle a des contacts avec Laura. J'ai vu une lettre dans sa chambre il y a quelques semaines. Charles leva la tête, la compréhension éclairant son visage. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Tu as douté, dit Marie-Claire avec tristesse. Après tout, tu as douté de moi. Marie-Claire, Non, l'interrompit-elle, je comprends. L'amour n'efface pas le passé, n'élimine pas les peurs. Mais je croyais que nous avions construit quelque chose de plus fort que ça. Elle se retourna pour sortir, mais Charles la retint, la prenant par le bras. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été un idiot, un lâche. Il ne s'agit pas de pardon, Charles. Il s'agit de confiance. Sans elle, qu'avons-nous? À ce moment-là, on entendit de l'agitation dans le couloir. Valentine entra en courant, suivie de Madame Remedios. Papa, Marie, Madame Isabelle s'en va avec toutes ses affaires. Charles et Marie-Claire se regardèrent et sortirent rapidement. Dans la cour principale, Isabelle chargeait des valises dans un taxi. En les voyant, son visage se contracta dans une grimace de dédain. « Tu pars ?» demanda Charles. « Tu me renvoies, tu veux dire ?» cracha Isabelle. « Puisque tu préfères croire cette fille plutôt que moi, qui t'ai servi fidèlement pendant des années. C'est toi qui as mis les photos dans mon bureau ?» Isabelle releva le menton avec fierté. Quelqu'un devait ouvrir les yeux. Cette femme t'a ensorcelé, Charles. Elle te fait manger dans sa main comme un idiot. Les photos sont manipulées, dit Marie-Claire calmement. Elles montrent une transaction commerciale légitime hors contexte. Des histoires, cria Isabelle. Tu es une arriviste qui séduit les hommes riches. D'abord cet antiquaire, maintenant Charles. Assez. La voix de Charles coupa l'air. Va-t'en, Isabelle, et ne reviens jamais. Avec plaisir, siffla-t-elle. Mais souviens-toi de mes paroles. Cette femme sera ta ruine. Le taxi s'éloigna, laissant un silence pesant. Valentine, qui avait tout observé avec de grands yeux, s'approcha de Marie-Claire et prit sa main. « Ne pars pas, Marie, s'il te plaît. » Marie-Claire regarda la fillette, puis Charles. Dans ses yeux bleus, elle vit du regret, de l'amour, de la peur, tout mélangé dans une supplique silencieuse. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, pour réfléchir, pour digérer tout ça. Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin, répondit Charles. Mais s'il te plaît, ne pars pas. C'est aussi ta maison. Marie-Claire hocha lentement la tête. Elle se pencha pour embrasser Valentine, sentant les petits bras de la fillette s'accrocher à elle avec désespoir. « Je ne partirai pas, ma petite. J'ai juste besoin d'un peu d'espace pour respirer. » Les jours suivants furent étranges.
Marie-Claire continua ses responsabilités musicales, mais garda une distance émotionnelle avec Charles. Il respectait son espace, bien qu'elle puisse voir la douleur dans ses yeux chaque fois que leurs regards se croisaient. Un après-midi, en visitant sa mère à l'hôpital, Madame Carmen l'a surpris par sa perspicacité. « Qu'est-ce qui te tourmente, ma fille? Tu as le même regard que quand ton père nous a quittés. » Marie-Claire soupira. Elle lui raconta tout. Le festival, son amour pour Charles, les photos, la trahison d'Isabelle, les doutes qui la rongeaient maintenant. Madame Carmen écouta en silence, ses mains fragiles tenant celles de sa fille. « Tu l'aimes » demanda-t-elle simplement quand Marie-Claire eut terminé. « De tout mon cœur. Et il t'aime. Je le croyais, jusqu'à ce qu'il doute de moi si facilement. » Madame Carmen sourit avec sagesse. « Ma fille, l'amour n'est pas l'absence de doute. C'est choisir de croire malgré eux. Cet homme a été blessé avant, trahi par celle qu'il aimait le plus. C'est naturel qu'il craigne de souffrir à nouveau. Mais je ne suis pas Laura. Non, tu ne l'es pas. Mais le cœur blessé confond parfois les ombres du passé avec les personnes du présent. La question est, cet amour vaut-il la peine de se battre? » Marie-Claire pensa au moment partagé avec Charles, à la façon dont il la regardait quand elle jouait du piano, à la manière dont il avait défendu sa dignité, aux nuits à discuter de livres et de musique. « Oui, » murmura-t-elle, « ça vaut chaque larme, chaque peur. Alors batte-toi, ma fille. Le véritable amour mérite une seconde chance. » Ce soir-là, Marie-Claire retourna au domaine avec une détermination renouvelée. Elle trouva Charles dans la bibliothèque, en train d'écrire. Elle s'arrêta à la porte l'observant. La lumière de la lampe éclairait son profil et elle put voir de nouvelles lignes de soucis sur son visage. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle doucement. Charles leva les yeux, surpris. Un mélange d'espoir et de prudence traversa ses traits. « Bien sûr, ce sera toujours ta maison. » Marie-Claire entra et s'assit face à lui. Pendant un moment, aucun ne parla. « J'ai écrit sur nous, » dit finalement Charles, « sur comment la peur a failli détruire la plus belle chose qui me soit arrivée. Et comment se termine l'histoire? Je ne sais pas encore. Ça dépend de toi. » Marie-Claire respira profondément. « Charles, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Mon passé n'est pas parfait. J'ai dû prendre des décisions difficiles pour survivre, pour prendre soin de ma mère. Mais jamais, jamais je n'ai compromis ma dignité de la façon que ces photos suggéraient. Je sais, dit-il. Au fond, je l'ai toujours su. Mais la peur est mauvaise conseillère, compléta-t-elle. Je le sais parce que moi aussi j'ai peur. Peur de ne pas être assez. Qu'un jour tu te réveilles et ne vois que la domestique du village. » Charles se leva et contourna le bureau. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « Tu es tout ce que j'ai toujours cherché sans savoir que je cherchais. Tu es la musique faite femme. Tu es la force déguisée en douceur. Tu es... Je suis humaine, » l'interrompit-elle, « avec des défauts, des peurs, un passé compliqué. Et je t'aime précisément pour ça, pour être réelle, pour être vraie dans un monde de masques. » Marie-Claire sentit les larmes couler sur ses joues. « Pouvons-nous réessayer ?» demanda Charles. « Sans secret, sans doute, juste nous. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Charles se leva et l'attira vers lui, l'enveloppant dans une étreinte qui était comme un retour à la maison. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses cheveux, « et je promets de ne plus jamais douter de toi. Et je promets d'être toujours honnête avec toi, » répondit-elle, « même si la vérité fait mal. » Ils s'embrassèrent, scellant leur réconciliation avec la promesse silencieuse de construire quelque chose de plus fort sur les cendres de leur peur. Les mois suivants furent de reconstruction et de croissance. Marie-Claire s'établit pleinement dans son rôle de directrice musicale, organisant des concerts et des ateliers qui attirèrent l'attention nationale. Charles termina son roman, le dédiant à MC, qui m'a appris que la musique de l'âme ne meurt jamais. Madame Carmen répondit bien au traitement et put emménager dans une petite maison sur la propriété où Marie-Claire s'occupait d'elle quotidiennement. Valentine s'épanouissait sous l'attention de Marie-Claire, apprenant le piano avec une rapidité surprenante. La demande de Laura pour la garde fut rejetée quand Valentine elle-même témoigna devant le juge, déclarant qu'elle voulait vivre avec son père et Marie, qui est comme la maman que j'ai toujours voulu. Un an après le festival qui avait changé leur vie, Charles organisa un autre événement. Cette fois, c'était plus intime, juste la famille et les amis proches. « Qu'est-ce qu'on célèbre ?» demanda Marie-Claire en se préparant. « L'amour », répondit Charles mystérieusement. « La musique, la vie. » Quand elle descendit au jardin, elle trouva tout décoré de bougies et de fleurs. Le piano à queue avait été sorti sous un dais de lumière. Les invités applaudirent quand ils la virent. Charles l'attendait près du piano, plus beau que jamais dans son costume sombre. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il, « il y a un an, cette femme extraordinaire est entrée dans ma vie avec des chaussures trouées et un talent qui m'a coupé le souffle. Aujourd'hui, il s'agenouilla devant elle, sortant un écrin de velours.
Aujourd'hui, je veux lui demander si elle accepterait de porter ses nouvelles chaussures pour marcher à mes côtés le reste de nos vies. » Il ouvrit l'écrin. À l'intérieur, il y avait non seulement une bague de fiançailles, mais aussi une paire de délicates chaussures de cristal, comme dans un conte de fées. « Marie-Claire Hernandez, veux-tu m'épouser ?» Elle regarda la bague, les chaussures, puis les yeux bleus qui la fixaient avec adoration et certitude. « Oui, » répondit-elle, sa voix claire et forte. « 1000 fois oui. » Le jardin explosa en applaudissements et en acclamations. Charles glissa la bague à son doigt, puis l'aida à mettre les nouvelles chaussures. « Pour que tu ne marches plus jamais avec les pieds blessés, » murmura-t-il. « Plus maintenant, » répondit-elle, « parce que je marche sur des nuages quand je suis avec toi. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles de Lyon, tandis que Valentine courait les embrasser et que Madame Carmen pleurait de joie. 6 mois plus tard, Marie-Claire marcha vers l'autel de l'ancienne chapelle du domaine. Cette fois, il n'y eut ni humiliation ni abandon. Charles l'attendait, ses yeux brillants de larmes de bonheur. Quand le prêtre demanda si quelqu'un s'opposait à l'union, le silence fut absolu. L'amour avait vaincu tous les obstacles. Lors de leur nuit de noces, tandis qu'ils dansaient dans le même salon où elle avait joué pour la première fois, Charles lui murmura à l'oreille « Tu te souviens de ce que je t'ai dit la première fois que tu as joué ici ? Tu as dit « Continue », se souvint-elle. « Et nous continuerons », promit-il. « Toi et moi créant de la musique ensemble pour toujours. » Marie-Claire posa la tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Elle n'était plus la femme aux chaussures trouées, ni la domestique qui craignait d'être vue. Elle était Marie-Claire Dubois, pianiste, épouse, mère pour Valentine, et surtout, une femme aimée. Dans les années qui suivirent, le domaine Les Lavandes devint un centre culturel reconnu internationalement. Marie-Claire donna des concerts dans toute la France, revenant toujours à la maison dans les bras de Charles. Ils eurent 2 autres enfants, Charles Junior et Espérance, nommée ainsi d'après la grand-mère de Marie-Claire. Valentine grandit pour devenir une violoniste talentueuse, formant un duo musical avec sa belle-mère. Madame Carmen vécut pour voir ses petits-enfants grandir, entourés d'amour et de soins, jusqu'à son dernier jour. Isabelle ne revint jamais, mais des années plus tard, Marie-Claire reçut une lettre lui demandant pardon. Elle lui pardonna, car la rancune n'avait pas sa place dans son cœur rempli de musique et d'amour. Et ainsi, la femme qui était entrée par la porte de service avec des chaussures trouées sortit par la porte principale avec des chaussures de cristal, prouvant que, quand l'amour est véritable, aucune barrière sociale, peur ou mensonge ne peut l'arrêter. Car au final, comme le disait l'inscription sur les chaussures que Charles lui avait offertes, pour celle qui sait marcher avec grâce, même le sol se transforme en scène. Et Marie-Claire sut transformer chaque pas, chaque note, chaque moment, en une symphonie d'amour qui résonnerait pendant des générations dans les murs du vieux domaine, où le piano ne fut plus jamais silencieux. Crois-tu aux fins heureuses, que le véritable amour peut surmonter n'importe quel obstacle? Raconte-moi ton histoire de résilience et d'amour dans les commentaires. De quelle ville me lis-tu? Et si cette histoire a touché ton cœur, partage-la et abonne-toi pour plus de récits qui célèbrent le pouvoir transformateur de l'amour.